Bonjour, bienvenue dans Génération Europe. Nous sommes ici à la Cité internationale universitaire de Paris, au Collège franco-britannique, et avec les étudiants européens qui sont derrière moi. Nous allons parler des frontières de l'Europe. Jusqu'où va-t-elle? Ce sera aussi avec notre invité qui va nous rejoindre, Édouard Martin. Et bonjour à vous tous. Alors l'Union européenne, ça remonte à 1957. En 57 ans, on est passé de 6 à 28. Est-ce que vous vous souvenez, chacun d'entre vous, soit personnellement, soit histoire de famille, comment on a basculé au niveau de son pays dans l'Europe? Elisa, toi par exemple, la Bulgarie, c'était en 2007. Oui. C'est très récent. Oui, c'est très récent. C'est quel souvenir? Ça fait 6 ans que la Bulgarie fait partie de l'Union européenne. Au moment de l'adhésion, c'était plutôt une joie d'ordre idéologique liée au programme néolibéral. Aujourd'hui, je pense que, vu l'effondrement social, je ne sais pas si les gens sont toujours si heureux. Et toi, Chloé, tu te souviens d'un avant-après? Pour Chypre, c'était en 2004, donc on avait vraiment vécu ça comme une joie. On a fait la fête toute la soirée au restaurant chypriote de mes oncles, donc voilà. Mais pour ma mère qui est réfugiée de la guerre de 1974, c'était vraiment pour elle une sorte de protection de rentrer dans l'Union européenne face à un voisin assez instable qui est la Turquie. Donc, voilà. On reparlera de la Turquie, bien entendu, tout à l'heure. James, toi, c'était quoi? L'entrée du Royaume-Uni, c'était en 1973, donc déjà, je n'étais pas né. C'était plutôt mes parents qui ont des souvenirs. Je crois qu'on était plutôt intéressés par le jubilé, de toute façon. Quoi qu'il en soit, encore aujourd'hui. Ça ne change pas. Qui est-ce qui a d'autres souvenirs? Gianluca, oui. Ben nous, on est, comment dire, entre guillemets, des pionniers de l'Union européenne. Donc l'Italie, moi, je n'étais pas né quand l'Italie est entrée. Mais je m'en souviens que, puisque j'habite à 20 km de la Slovénie, puisqu'il y a eu la guerre pendant les 90, là, vraiment, la frontière, c'était la frontière. Donc au-delà, il y avait n'importe quoi. Et quand les barrières, la douane avec la Slovénie a été effacée, entre guillemets, puisque la Slovénie est entrée à l'Union européenne, c'est tombé la tension, en fait. Hein, parce que chaque fois qu'on allait là, il y avait les flics à la frontière. Et quand on a vu disparaître bien les flics et la frontière aussi, là, ça a changé, je crois, dans la quotidianité de tout le monde. Théo? Oui, quand on parle de frontières, il y a un détail qu'on n'a pas soulevé ici, mais je pense que c'est parce qu'on a toujours vécu, on n'a jamais connu la difficulté de traverser une frontière avec une douane, mais en dehors de l'Europe, à chaque fois qu'on veut se rendre dans un autre pays, il faut obtenir un visa. C'est des démarches compliquées, on est tous confrontés quand on veut aller aux États-Unis ou quand on veut sortir d'Europe. On est dans un espace qui est une forme de liberté en Europe. Alors justement, on va voir quelles sont les façons de délimiter cet espace. On a de la chance d'être in. Qu'est-ce que c'est d'être en dehors et comment s'est créée justement vague par vague l'évolution de l'Union européenne? On va retracer tout ça tout de suite grâce à Thierry Scharf. C'est mis en image par Hugo Nicolas. C'est l'essentiel. Depuis sa création en 1957, l'Union européenne est à géographie variable. Les frontières ne font que s'étirer. On compte 6 vagues d'élargissement. 1973, les 6 États fondateurs, France, Italie, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg, accueillent 3 nouveaux venus, le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande. 1981, entrée de la Grèce. 1986, c'est au tour de l'Espagne et du Portugal. En 1990, réunification de l'Allemagne et arrivée de l'ancienne Allemagne de l'Est. 1995, arrivée de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. 2004, 10 nouveaux d'un coup, Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Chypre et Malte, suivi en 2007 de la Roumanie et de la Bulgarie. Et le petit dernier, la Croatie, date de juillet dernier. Voilà comment on passe de 6 à 28 en presque 60 ans. Et ça continue de frapper à la porte. 5 pays sont entrés dans un processus officiel d'adhésion, mais sans date d'entrée prévue. Il s'agit de l'Islande, de la Macédoine, du Monténégro, de la Serbie et de la Turquie. L'Albanie a simplement déposé sa candidature. Quant à la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, 2 autres républiques de l'ancienne Yougoslavie, leurs candidatures sont attendues. Les critères d'adhésion ont été définis à Copenhague en 1993 qui exigent notamment une démocratie stable, l'état de droit, la protection des minorités et une économie de marché concurrentielle.
Quand on entend là les définitions des différents critères d'admission qui sont la démocratie stable, l'état de droit, protection des minorités, l'économie de marché, j'aimerais avoir l'avis de notre invité qui est aujourd'hui Édouard Martin, qui est candidat et qui conduit la liste socialiste aux élections européennes dans le Grand Est. Bonjour. Vous les avez un petit peu entendus par rapport à ce qu'ils exprimaient? Très attentif au regard des uns et des autres, c'est intéressant. Alors, mon point de vue simplement sur ce qu'est l'Europe, ou en tout cas ce que devrait être l'Europe, c'est d'abord avant tout un projet politique. Le projet politique, c'est comment on crée un espace. Alors après, on va échanger sur quelles sont les frontières qu'on peut accepter, mais c'est le vivre ensemble, quoi. La création de l'Europe, d'abord, c'était... Il ne faut jamais l'oublier, même si on ne l'a pas connu, et on espère qu'on ne le connaîtra jamais, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, où les pères fondateurs ont dit, après les massacres qu'on a connus, c'est plus jamais ça. Or, aujourd'hui, nous sommes en guerre économique. Alors, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes massacres, mais il y a des gens qui sont sur le bord de la route. Et en souffrance. En souffrance. Et donc, est-ce que l'Europe, moi, la question que j'ai envie de débattre avec vous, c'est l'Europe pour qui et l'Europe pourquoi? Et moi, j'ai envie d'une Europe où on ait des règles de vivre ensemble. C'est... On est sur cette terre, entre guillemets, je vais faire un peu de religion, c'est pourquoi faire, quoi. Je veux dire, Quelle religion, vous, alors, du coup? Je suis athée, donc ça tombe bien. Donc c'est simplement, c'est quoi? C'est amasser le maximum de richesses au détriment des autres. Voilà, c'est une Europe de solidarité, c'est aussi une Europe du partage. Alors évidemment, on n'est pas dans le monde de bisounours, mais il ne faut pas non plus que ce soit, comme on a parfois tendance à le percevoir actuellement, une Europe où c'est le moins-disant social qui l'emporte sur le reste. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de m'engager en politique, et notamment sur les européennes, c'est pour essayer. Alors, ça va pas être simple, hein, parce qu'aujourd'hui, le Parlement européen est plutôt libéral, et il base beaucoup l'accent sur libre-échange, concurrence non juste et non faussée, enfin bref. On ne peut pas accepter que l'Europe se construise uniquement en tirant le reste vers le bas. À chaque fois, et ça c'est le fil conducteur de l'Europe, et vous pouvez regarder dans l'histoire européenne, qui a 60 ans aujourd'hui, à chaque fois qu'un pays a intégré l'Union européenne, on a vu le niveau de vie de ses concitoyens s'élever. Ça c'est le fil conducteur de l'Europe. Il ne faut pas maintenant inverser la courbe et faire en sorte qu'aujourd'hui une Europe ne pourrait exister que parce qu'on a des salaires moins chers, parce qu'on n'a plus de protection sociale, etc. Et la question qui se pose sur les frontières de l'Europe, du coup, c'est de savoir est-ce que l'Union européenne doit s'agrandir encore? À mon avis, la question de l'élargissement et des frontières, enfin, ça pose évidemment, ça pose deux questions en fait. Ça pose la question de la maîtrise des frontières, mais c'est surtout, ça pose à l'intérieur, enfin, la question de quelle Europe on veut. Et effectivement, enfin, moi j'ai l'impression que depuis 2004, si on a autant élargi, c'était évidemment pour favoriser un marché plus qu'un approfondissement politique. Et donc évidemment, là-dessus, on a envie de dire que le rêve européen a été un peu sacrifié sur l'autel d'un élargissement qui était là juste pour effectivement rendre les marchés européens plus flexibles. Mais il y avait un élan de positivisme aussi. On s'est dit que ça marchait bien et du coup, enfin, c'est vrai qu'avant 2005 et 2004, la situation économique était quand même bonne et du coup, je pense qu'à Bruxelles, on s'est dit autant intégrer tous les autres pays chez qui ça marche peut-être moins bien et puis du coup, leur niveau de vie pourrait augmenter. Théo, toi qui es belge. Moi qui suis belge, pour rebondir sur l'intervention de Louis, moi j'ai envie de vous poser une question, Monsieur Martin. Est-ce que vous pensez que cet élargissement qui a été assez rapide, d'après certains, est un obstacle à cette solidarité entre les peuples que vous aimeriez voir? Et si, du coup, on n'a pas fragilisé d'une certaine manière le projet européen en élargissant? C'est pas une affirmation, c'est une question que je vous pose. Alors moi, je n'ai pas de religion là-dessus, mais là où je suis d'accord, c'est je pense qu'on a été très vite pour ces pays-là. Je veux dire, et on l'a vu aussi avec la Roumanie, entre autres, pas que, la Pologne, etc., où à peine une dizaine d'années après la chute du mur de Berlin, ils ont intégré l'Europe, ils ont découvert, ils ont pris en pleine figure ce qu'est le libéralisme, la concurrence, etc. Donc je pense qu'on n'a pas, il aurait fallu un sas, entre guillemets, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, de manière à ce qu'on y vienne de manière douce, si je puis dire. Laisser le temps aussi à ces pays-là à s'adapter, parce que du jour au lendemain, les contraindre à avoir les mêmes règlements, les mêmes règles, les mêmes contraintes que les pays qui y sont depuis 40-50 ans, c'est pas évident. Mais pour eux, ça s'est plutôt bien passé, l'entrée. Mais c'est surtout, c'est pas du jour oui, au lendemain. Oui, mais ça s'est plutôt bien passé, ça a pris 10 ans quand même. Ça prend 10 ans, voilà. Les Roumains étaient ravis d'intégrer l'Union européenne. C'était leur bouée de sauvetage, presque. Voilà, enfin, un vent de démocratie. On était sûr qu'une fois intégrant l'Union européenne, il y aurait plus ce risque d'un retour en arrière. Néanmoins,
La vraie question, c'est de savoir est-ce qu'on fait l'Europe avec les peuples ou sans les peuples. Et là, parce que j'y vais régulièrement en Roumanie, quand je discute avec mes collègues roumains, et c'est là où je me dis, quelque part, l'Europe a loupé quelque chose, c'est qu'il y a des gens de plus en plus qui commencent à regretter l'époque communiste. Quand les gens, il faut les entendre. Parce que le problème de l'Europe, l'impression qu'elle donne, et des fois, c'est justifié, c'est que l'Europe avance sans les peuples. Quand des collègues roumains me disent, moi, à l'époque, quand il y avait Ceausescu, il était ce qu'il était. Effectivement, un dictateur sanguinaire, tout ce qu'on veut. Mais il y a la nostalgie. Non, c'est pas simplement la nostalgie. C'est facile de repenser au passé. Non, mais attendez, on va quand même pas se mettre à regretter l'époque de Ceausescu. On les écoute pas, les Roumains, on les laisse... Non, c'est parce que je veux dans dire, cette émission, on les écoute. Non, mais ça veut dire que quand ils vous disent, moi, à l'époque, je partais, j'avais des vacances assurées tous les ans. Mes enfants allaient à l'université, j'avais un logement. J'avais la police secrète qui venait chercher mes amis quand ils faisaient quelque chose de on va sur d'autres sujets. C'est la même chose, je suis désolée. On est d'accord. Non, mais attends, juste on termine de dérouler. Vous voyez, c'est peut-être là où il y a la différence. Alors, je ne sais pas quelle est votre vision, vous, de l'Europe, jeune fille, mais la différence peut-être entre votre vision et la mienne, c'est que moi, j'ai envie de ne laisser personne sur le bord de la route. Parce que c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir aujourd'hui un retour du populisme où ils disent on était quand même vachement mieux entre nous, quoi. Oui, alors c'est pour ça que la question... c'est quelque chose qui ne repousse. Pour rebondir sur ce que vous dites là, je voudrais qu'on écoute tout de suite la question de notre partenaire de l'émission qui s'appelle Atlantico, c'est Jean-Sébastien Ferjou, et vous pose une question justement sur cette articulation-là entre le social et puis le besoin d'agrandissement d'Europe. Depuis 20 ans, l'élargissement de l'Europe s'est fait de concert avec la mondialisation et dans une logique de libre-échange. Maintenant, plusieurs études économiques montrent que même si l'Union au global et la France en ont bénéficié, certaines catégories sociales, et notamment les ouvriers des pays d'origine, eux, ont été perdants. Il y a différentes négociations d'élargissement de l'Union qui sont en cours ou de partenariat. Alors j'ai une double question pour vous. D'une part, est-ce qu'il faut continuer à aller plus loin dans le fait de repousser les frontières? Et deuxièmement, puisque c'est la position du Parti socialiste de le faire, comment gère-t-on la mise en concurrence des travailleurs? Bon, Édouard Martin, je pense que la question vous est directement adressée. J'ai cru comprendre. Mais effectivement, je ne comprends pas bien... Enfin, je crois comprendre d'où il veut en venir. Moi, j'ai aussi une question à lui poser, si je l'avais face à moi. Est-ce que les ouvriers chinois ne concurrencent pas les ouvriers? Non, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire au sein de l'Europe, justement, pour... L'Europe, il faut aussi qu'elle mette des règles sociales. Et l'idée d'instaurer un SMIC européen, ça va dans ce sens-là. Et simplement, et je vous le dis parce que je connais parfaitement la boîte dans laquelle je travaille, Mittal, qui est implantée sur 9 pays européens, et je vois bien comment il essaye, lui, de concurrencer les ouvriers les uns contre les autres. Lorsque, en Espagne, par exemple, le gouvernement fait sauter le code du travail et qu'il autorise une entreprise uniquement parce que le chiffre d'affaires baisse à faire un plan social et qu'il vient avec le chantage, si vous n'acceptez pas de réduire vos salaires de 10% et d'augmenter votre temps de travail de 15%, eh bien, je n'investirai plus en Espagne, et que les ouvriers, face à cette menace, acceptent, j'ai presque envie de dire, l'inacceptable, et après, ils viennent au Luxembourg, en Belgique, en France, et dire, regardez, les Espagnols ont accepté, il n'y a pas de raison que vous n'acceptez pas. Mais du coup, alors, il faut des règles. Ouais, alors donc, vous, en tant que député européen, vous penseriez quoi? Ben, ça veut dire qu'il faut des règles et empêcher ce genre de... Quel genre de règles? Qu'est-ce qu'on peut instaurer? Un minimum, c'est-à-dire il est impensable, j'ai presque envie de dire, il est interdit que des grandes multinationales comme ça fassent le chantage dans l'emploi en tirant toujours le droit des travailleurs et le droit de la société, parce qu'en définitive, c'est toute la société qui est impactée. Moins de salaire, c'est-à-dire moins d'impôts, moins de taxes indirectes, moins de services publics, etc., etc. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut des règles minimales en dessous desquelles les grandes multinationales, parce qu'elles voient bien aujourd'hui les failles de l'Union européenne, il n'y a pas de règles minimum, et elles jouent là-dessus. C'est pas l'Europe qui met en concurrence les ouvriers les uns contre les autres, ce sont les multinationales qui profitent du système. James. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une économie mondialisée. Déjà, l'Europe dépense le plus dans le monde sur les conditions sociales. Et si on impose aux multinationales des conditions, ils vont aller ailleurs. Et c'est où ailleurs? Aux États-Unis, en Chine, en Inde. Chine, où vous êtes payé $100 par mois, vous travaillez 60 heures par semaine, et vous avez surtout un droit, c'est de fermer votre bouche. C'est pas la société qui me fait rêver, je suis désolé. Moi, vous avez parlé de concurrence sauvage et de guerre économique, mais la politique de concurrence de la Commission européenne, c'est vraiment la main forte contre les grandes multinationales. On peut mieux faire, beaucoup mieux faire quand même. Hein. Je vous dis, quand on ferme les yeux
des produits venant d'ailleurs qui ne respectent aucune règle environnementale, sociale, financière, etc., l'Europe ne peut pas accepter ça. C'est là où je dis que le rôle politique de l'Europe est très important. L'Europe doit imposer ses normes. Parce que c'est ce qui nous construit. Au monde entier, c'est un petit peu ethnocentriste quand même. On ne peut pas imposer nos normes au monde entier. Les normes environnementales, sociales et politiques. Mais oui, pourquoi? Il ne s'agit pas de faire du protectionnisme idiot, bête. C'est ce que j'appelle moi le juste équilibre aux frontières. Et ça va obliger ces continents-là justement à élever le niveau social de ces pays. C'est ça aussi le rôle de l'Europe. Édouard Martin, le rôle de l'Europe à l'étranger, il est réel. Maintenant, si on reste à l'intérieur de nos frontières, on a vu qu'on abordait différemment la façon dont certains pays avaient été intégrés, bonne chose, mauvaise chose. Faut-il en intégrer davantage? Voilà, je vous propose maintenant d'aborder le cas de la Turquie. On va regarder tout de suite un reportage que vous avez fait, vous, Elisa. Comment ça s'est passé? C'était une journée curieuse. Oui, la question de la Turquie, c'est quelque chose qui est une question quotidienne en tant que Bulgare ou pas forcément? Oui, c'est un débat bulgare, un débat européen. Moi, j'ai rencontré dans cette journée. Ça, oui. Bon, c'est pas vital, quoi. C'est pas aussi vital que comme on pourra avoir l'impression pour la Bulgarie. Écoute, on va regarder le reportage, on en reparle après. Ce que préfère Elisa à Paris, ce sont ses cinémas. Normal pour une fan de la nouvelle vague. Elisa, 24 ans, est étudiante en droit et en langue et elle nous vient tout droit de Sofia, en Bulgarie, un pays voisin de la Turquie. Je ne sais pas si on voit à l'Istanbul tout au nord de la Tour Eiffel, mais en tout cas, ça fait des années que la Turquie frappe à la porte de l'Europe. Après des années de blocage, les négociations d'entrée ont repris. Alors la Turquie, membre de l'Union européenne demain? On fait le point. Et qu'en pensent les intéressés? Direction le quartier turc dans le 10e arrondissement de Paris. Est-ce que vous êtes pour l'entrée de la Turquie en Europe? Bien sûr, je suis 100%. Je suis tout mon cœur. Voilà, difficile de trouver ici un Turc eurosceptique, fier du dynamisme de leur pays. Le premier argument du plaidoyer pro-européen est économique. Il y a une chose, si la Turquie entrait à l'Europe, très grande chance pour l'Europe. Parce que la Turquie, maintenant, il fait beaucoup de commerce avec l'Irak, Iran, le Moyen-Orient, jusqu'à la Chine. La Turquie, maintenant, c'est vraiment très ouvert. Commencé il y a près de 20 ans, le processus d'adhésion de la Turquie est le plus long qui ait jamais existé. L'Allemagne bloquait et la France, avec Nicolas Sarkozy, avait opposé son veto. Un veto levé en octobre dernier par François Hollande, qui a même fait le voyage à Ankara en janvier dernier. Alors, où en est la France sur ce dossier épineux? Elisa est sur le coup. Un processus d'adhésion entre la Turquie et l'Union européenne est engagée. La France est favorable à ce que ce processus se poursuive. Il y a une vraie volonté d'accueillir la Turquie au sein de l'Union européenne. Simplement, le processus de négociation est long. C'est un processus qui est moteur pour les réformes en Turquie. C'est-à-dire que la Turquie se modernise grâce à ce processus. Donc c'est un processus qui est vraiment gagnant-gagnant. Et à l'issue de ce processus, le président de la République a rappelé que le peuple français aurait à se prononcer par référendum sur cette adhésion. Un référendum loin d'être d'actualité puisque l'Europe n'envisage pas une entrée de la Turquie avant l'horizon 2020. Plusieurs dossiers restent problématiques, notamment le cas de Chypre, partiellement occupé depuis 1974 par des troupes turques, et la question de la minorité kurde. Je dirais que nous, la communauté kurde, nous sommes favorables à l'introduction de la Turquie dans l'Union européenne, mais nous demandons à l'Union européenne de leur mettre la pression, de régler le manque de respect des droits de l'homme de la communauté turque envers la communauté kurde. Si le drapeau turc flotte ici, c'est parce que je suis à l'ambassade de Turquie où j'ai un rendez-vous pour avoir la position officielle du pays. Au-delà de l'inquiétude que suscite l'arrivée d'un pays de 76 millions de musulmans, les insuffisances du régime en termes de démocratie effraient de plus en plus les Européens. Que répondez-vous aux critiques européennes concernant l'absence de démocratie du gouvernement actuel d'Erdogan en Turquie? La Turquie a clairement exprimé sa volonté de commencer à négocier les chapitres 23 et 24 relatifs au pouvoir judiciaire et droits fondamentaux, et pour le chapitre 24 à la justice, aux libertés et aux sécurités. Cette approche montre, s'il était nécessaire, l'importance accordée à la défense et à la protection des droits fondamentaux. La Turquie, en adoptant l'acquis communautaire, pourra encore plus renforcer
sa législation sur ces domaines-là. Donc on voit le cas de la Turquie qui revient régulièrement dans les discussions. Quand même, la Turquie a déposé sa demande d'adhésion à l'Union européenne, c'était en 1987. C'est-à-dire juste 2 ans après que la Grèce ait pu rentrer dans l'Union européenne. Quel est le problème selon toi, Chloé? Est-ce que c'est une question démocratique uniquement? Non, mais je pense que dans les critères de Copenhague, on devrait rajouter respect du voisin parce qu'actuellement, la Turquie occupe un pays de l'Union européenne, occupe militairement. Donc on devrait poser la question justement de Chypre. ça. Oui, de Chypre. Donc tu penses que c'est ça qui est le réel blocage? Non, pas sur seulement. le fait... Pas seulement. Le Parlement turc veut contrôler plus Internet, par exemple. C'est des choses comme ça que je trouve assez inadmissibles. Et Erdogan, en novembre, lors d'une conférence en Pologne, a dit que Chypre n'existe pas en tant que quantité. Donc je trouve ça pas normal non plus qu'on laisse passer ce genre de choses. Est-ce qu'on les laisse vraiment passer? Parce que mine de rien, depuis 1987, on est d'accord que la Turquie n'arrive pas à rentrer. Alors la question c'est, est-ce que c'est pour des raisons comme celles que tu évoques là et qui t'émeuvent, ça se voit? Ou alors, est-ce que ce sont d'autres raisons, en l'occurrence par exemple la trouille d'avoir 76 millions de musulmans en Europe? La Turquie est un pays laïque, même si effectivement ce sont des musulmans. Donc, mais là, pour rejoindre... Est-ce que c'est ça le blocage selon vous? Non, pour être honnête. Non, franchement non. Je pense qu'effectivement, c'est Chloé, c'est ça? Là, je rejoins assez ce qu'elle a dit, c'est qu'à un moment donné, la Turquie, il faut qu'elle démontre qu'elle respecte l'ensemble des règles qui fondent la communauté européenne. La démocratie, le respect du voisin, mais ça c'est évident, le respect des minorités. Il y a un certain nombre de critères sur lesquels il faut être effectivement extrêmement vigilant et extrêmement ferme. Néanmoins, je me vois mal, très franchement, l'Europe dire dans 10 ans, même pas, parce que c'est en 2020, dans 6 ans, dire à la Turquie, au bout d'une si longue procédure de négociation, de discussion, de leur dire finalement, vous ne rentrerez pas dans l'Union européenne. Évidemment, à condition que la Turquie respecte l'ensemble des critères. Donc moi, je suis plutôt favorable parce que de mon point de vue, mais encore une fois, ça n'est que ma vérité, l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne peut et doit stabiliser cette région-là, apaiser la région. Que ça pourrait avoir un effet par rapport à Chypre ou par rapport à Grèce? Ça pourrait avoir un effet positif mais par rapport à Chypre. Mais je ne suis pas contre l'adhésion, hein, mais c'est juste ces efforts qu'il faudrait faire. Là, je partage, vous avez raison. Moi, par exemple, Gianluca, oui. Moi, je voudrais évoquer, puisqu'on a parlé du voyage d'Hollande en Turquie avec Erdogan, là, on parle encore de la reconnaissance du génocide arménien du 1915, par exemple, que la Turquie ne veut pas encore avouer, entre guillemets. Et on disait sur les journaux français que, dans les mots d'Hollande, il n'y avait pas le mot génocide. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur qu'ils se seraient fâchés, les Turcs. Donc, ne pas avouer un génocide dans l'histoire, je crois que ça nous dit beaucoup de choses au niveau de l'ouverture mentale démocratique des Turcs. Donc, pour toi, on revient à une question qui est plus de l'ordre démocratique. Depuis tout à l'heure, on parle de démocratie, etc. Donc, soi-disant, en fait, c'est vrai que la Turquie, actuellement, le gouvernement d'Erdogan ne respecte pas les droits démocratiques de son peuple. On l'a vu à Taksim, etc. C'est pas que ça comme question, parce que le gouvernement français parle de démocratie, etc. En parallèle, il passe des accords de coopération soi-disant antiterroristes avec le gouvernement turc. Et là, on voyait des Kurdes. Il y a plusieurs dizaines de Kurdes, de militants progressistes kurdes, actuellement incarcérés en France. Sur ordre d'Ankara. Il y a une question économique aussi derrière. Peut-être que Monsieur Martin connaît... Excusez-moi. Non, c'est pas grave. Connaît Appelez-moi Edouard, ce sera très bien. Ouais, peut-être que Edouard connaît la situation des usines Renault en Turquie. En Turquie, dans la ville de Bursa, on produit toutes les Clio 4 qui arrivent en Europe. Les salariés, ils n'ont pas du tout le droit de grève là-bas. Ils n'ont pas le droit de grève. Ils sont payés un salaire de misère. C'est des ouvriers très qualifiés pourtant. Et ça profite bien aux entreprises européennes. L'Allemagne a beaucoup de parts de marché en Turquie. La France a beaucoup de parts de marché en Turquie. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, la Turquie, actuellement, dans l'état actuel des choses, elle est très utile. Elle n'est pas dans l'Union européenne. Comme ça, on n'est pas obligé de mettre les mêmes droits syndicaux, etc. Par contre, on produit beaucoup de produits. Je relance sur ce que tu dis. Est-ce que finalement, la question qui se pose, c'est que l'Union européenne doit avoir des frontières totalement nettes? Par exemple, tu disais aujourd'hui, le rapport avec la Turquie, eh bien, c'est tout simplement qu'on a des accords, on s'entend, et finalement, l'intégrer ou pas, c'est pas forcément ça qui va compter dans le rapport qu'on a économique avec la Turquie. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes d'accords? Est-ce qu'on doit obligatoirement intégrer les pays dans l'Union européenne pour que l'Union européenne ait une réelle assise? La preuve que non. Regardez l'exemple avec la Suisse. La Suisse n'est pas membre de l'Union européenne. Pourtant, je veux dire, la Suisse ne vit que grâce
et par l'Europe. Je veux dire, c'est tous les accords commerciaux. Enfin, alors, est-ce qu'il faut développer les accords de coopération? La Suisse et l'Europe, ça n'est que des accords quasiment commerciaux, quoi. Donc, mais après, à un moment donné, je vous dis, c'est quelle est la vision que nous voulons avoir du rôle que doit jouer l'Europe. Et je ne parle pas uniquement en termes de frontières géographiques, même si effectivement, à un moment donné, il faut peut-être limiter l'espace. On ne peut pas englober non plus la Terre entière. Mais c'est la question. La Turquie, encore une fois, moi je suis d'accord, la Turquie, on ne peut pas dire qu'elle respecte l'ensemble des règles démocratiques. Il y a encore des minorités qui sont le cas de Chypre, il faut vraiment trancher cette question-là. Il faut, je veux dire, on ne peut pas intégrer un pays dans l'Union européenne tant que les choses ne soient pas totalement transparentes et que ce soit clair de part et d'autre. Sinon, on va à la catastrophe. Mais l'intégration est une chance alors, comme ça on règle ces problèmes une fois pour toutes. Si on y arrive d'ici 2020, on pourrait enfin faire un pas en avant et aussi d'une manière vers le monde musulman parce que non, mais je suis pas. On est un petit peu bloqué. On ne peut pas dire non plus que la Turquie n'a pas fait d'efforts depuis. Si, c'est pour ça. Il faut énormément d'efforts et c'est aussi à nous de faire un effort. Il négocie avec nous depuis 1995 et c'est un petit peu insultant. Vous avez le mot de la fin là, je vous préviens. D'accord. Quelle pression. Non, simplement pour dire, l'Europe a aussi une responsabilité vis-à-vis de ses voisins. On ne peut pas faire comme si on était au milieu de nulle part, que ce soit le Maghreb, que ce soit l'Ukraine, etc. Il faut qu'on soit attentif. Et j'ai presque envie de dire, le projet européen aussi. Pourquoi ces migrants qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie, qui viennent de partout, veulent venir en Europe? C'est pas, entre guillemets, pour nous faire chier. C'est parce qu'ils viennent de pays où c'est la misère sociale, où c'est la dictature, où leur vie est en danger. Donc ils se disent, voilà, l'Europe va me protéger, moi et ma famille. Donc j'ai simplement envie de dire que si l'Europe ne prend pas en compte cette situation-là, et s'il ne fait pas des efforts pour aider ces pays-là à retrouver la démocratie, à avoir une stabilité économique, à avoir une croissance économique, etc., il n'y aura jamais assez de grillage assez haut, il n'y aura jamais assez de barbelés assez coupants pour éviter que ces gens-là, au détriment de leur vie, essaient de les traverser. Je suis né dans un pays où il y a une enclave au Maroc qui s'appelle Ceuta, et l'Europe a fait effectivement des grillages monstrueux avec des barbelés. Ben, tous les jours, malheureusement, on retrouve des cadavres, des gens qui essaient de passer ces grillages. Donc imaginons un peu ce qui peut se passer dans ces têtes-là, et le rôle politique aussi des citoyens européens que nous sommes, c'est on ne peut pas vivre heureux sachant que de l'autre côté de la Méditerranée ou ailleurs, il y a des gens qui meurent de faim. C'est pas possible. C'est ça le rêve européen. Aussi. Votre rêve européen, Édouard Martin, merci beaucoup. Le fait que l'Europe puisse rayonner au-delà des frontières, c'est peut-être ça aussi qui permettra de mieux délimiter les frontières. Merci à chacun d'entre vous. Génération Europe, c'est terminé. À très bientôt.